Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le compte à rebours a commencé pour les élections législatives en République du Bénin fixées au 8 janvier 2023. Du côté de l'Agence nationale d'identification des personnes, la liste électorale informatisée est déjà en cours de réalisation. Un point de l'étape d'élaboration est conjointement fait par l'ANIP et la Sénat aux représentants des partis politiques régulièrement inscrits en République du Bénin. Les détails dans un instant. À l'université d'Abomey-Calavi, la science s'intéresse aux origines, aux migrations et aux implications des peuples gourds ici en Afrique de l'Ouest. Des universitaires de 8 pays de la sous-région se sont retrouvés au Bénin autour de la question. 2 jours durant, ils partageront leurs connaissances et leurs expériences respectives pour des résultats probants. Dans ce journal, nous parlerons également du concours de recrutement militaire annoncé depuis peu par le gouvernement. Les épreuves vont bel et bien démarrer ce mardi sur toute l'étendue du territoire national par la phase sportive. Le lancement officiel des épreuves s'est déroulé dans le département du Littoral et c'est le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale qui a présidé la cérémonie. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Législative du 8 janvier 2023, le compte à rebours a commencé du côté de l'Agence nationale d'identification des personnes. La liste électorale informatisée est déjà en cours de réalisation. Un point de l'étape d'élaboration est conjointement fait par l'ANIP et la Sénat aux formations politiques régulièrement inscrites en République du Bénin. C'était hier lundi à Cotonou. Teddy Goudalo pour plus de précisions. C'est à un point d'étape de réalisation de la liste électorale informatisée que convient conjointement l'ANIP et la Sénat les représentants des partis politiques légalement enregistrés. La séance de travail tourne autour de 3 points essentiels. Il s'agit pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP d'informer sur les grandes étapes de conception de la LEI, de présenter les résultats et de partager avec les formations politiques la suite du processus. Comment partir du registre national des personnes physiques pour avoir la liste? À ce niveau, les discussions avec les techniciens qui ont travaillé dans l'Agence nationale de traitement et qui avaient confectionné la liste électorale permanente informatisée, les échanges donc avec ces techniciens ont permis de noter que le fichier électoral national de base est toujours là, comprend un certain nombre d'électeurs et que le souci de l'ingénierie consisterait à croiser ce fichier avec le registre national des personnes physiques pour voir si 100% de ceux qui existaient au fichier électoral national figurent au registre national des personnes physiques. Donc, de façon méthodologique, nous avons essayé de trouver des points communs à cette source de données, à savoir les nominatifs. Lorsque les personnes se faisaient recensées au habitude, elles fournissaient un certain nombre d'informations, à savoir leur numéro de carte de vie, les informations personnelles, les informations de localisation. Donc, sur la base d'un certain nombre de critères fusionnés, nous sommes partis des critères les plus stricts en prenant en compte le numéro de carte de vie, par exemple, qui est commun en 2 sources de données, pour essayer de tirer la masse commune à ces 2 sources de données. La rencontre a permis aux représentants des différents partis politiques de faire des suggestions pour une liste fiable. Ils ont également eu l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations, des inquiétudes auxquelles des éclaircissements sont apportés par Cyril Goubedi, gestionnaire mandataire de l'ANIP. La loi n'a pas demandé de partir de la LEPI. La loi a demandé d'extraire la LEI du registre national. Alors, quand nous parlons de regard sur la LEPI, c'est que nous ne pouvons pas occulter le fait que la LEPI a gouverné la matière électorale pendant des années, pendant des décennies dans notre pays. Les partis politiques ayant pris part à la séance de travail ont salué la démarche de l'ANIP et de la Sénat. Ils espèrent la prise en compte de leurs différentes suggestions afin de parfaire la liste électorale informatisée en cours de réalisation.
Séance de prière à la mosquée centrale de Malanville. L'activité a mobilisé autour de l'honorable Salifou Issa, des conseillers communaux, des sages et bien d'autres personnalités. Son objectif, prier pour la paix et l'union des ressortissants de la localité pour le peuple béninois. Voici le compte rendu de Ingrid D. Il psalmodie des versets coraniques pour le développement de la commune de Malanville. Sous l'égide de l'honorable Salifou Issa, les sages et conseillers communaux assistés par les filles et fils de la localité se sont donné rendez-vous à la mosquée centrale de Malanville pour implorer les bénédictions d'Allah sur le département de la Liborie. Je remercie l'honorable Issa Salifou parce qu'au-delà du rôle qu'il a joué, il nous a donné un conseil important qui est que le conseil communal de Malanville soit composé des conseillers qui sont des frères et des sœurs. L'honorable Issa Salifou est du parti UP. Je suis du parti Bloc républicain. Je le dis pour que chacun sache que pour développer une commune, il faut laisser les frontières entre les partis politiques et se tenir la main dans la main. Les prières sont également orientées vers les communes qui ont été touchées par les actes de terrorisme, à savoir Kandi, Karimama et Malanville. Ils ont par ailleurs prié pour le gouvernement et toute la nation béninoise afin que règne à jamais la paix et la sécurité. Nous allons prier pour le chef de l'État, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, pour qu'il y ait la paix. Continuons par prier pour l'honorable Issa Salifou, qui a initié cette prière pour l'amour de Dieu. Les filles et fils de la commune de Malanville ont saisi l'occasion pour témoigner leur gratitude à l'honorable Salifou Issa. Et comme un seul homme, ils promettent fédérer leurs énergies pour porter plus haut le flambeau du développement de la Liborie. Le ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé ce mardi au lancement de l'atelier sur la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit pour les parties prenantes d'élaborer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale adressée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les détails avec Clément Tchadé. La question de lutte contre la traite des personnes au cœur de cet atelier qui réunit les acteurs en charge de la sécurité et des droits de l'homme. Vu l'état des lieux peu reluisants de la situation dans les pays du Golfe de Guinée, ils se sont mobilisés pour réfléchir sur les actions efficaces devant contrer ce mal qui entrave les droits de l'homme. L'atelier consiste donc à proposer un plan d'action qui servira une feuille de route afin de mieux mener la farouche lutte contre la traite des personnes au Bénin. Une suite à la série d'actions menées par la Direction générale des évaluations et de l'observation du changement social. Il s'agira pour nous d'élaborer de commun accord avec le ministère de l'Intérieur un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes. C'est également l'occasion pour nous de remercier l'Union européenne et la France pour leur appui technique et financier, de même que Expertise France. En effet, la lutte contre la traite des êtres humains ne saurait se passer d'une chaîne pénale opérationnelle de bout en bout. Ainsi, de la détection des cas de traite aux investigations et aux poursuites pénales engagées jusqu'au jugement rendu, l'ensemble des maillons de cette chaîne doivent pouvoir répondre sans faille aucune à cet objectif de lutte qui nous réunit tous aujourd'hui. L'atelier de ce mardi est la première étape des recommandations issues du diagnostic dont le but est de proposer un plan d'action conséquent. Le représentant du ministre d'État Abdoulaye Biotchane invite les acteurs à une concentration accrue pour un document pertinent. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière la délégation de l'agence Expertise France qui, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans 6 pays du Golfe de Guinée, est à nos côtés depuis la semaine dernière pour la tenue effective de ces différents ateliers. Je voudrais pouvoir compter sur votre entière disponibilité et votre professionnalisme pour l'élaboration d'un plan d'action compréhensible, exploitable par les structures compétentes
pour une mise en œuvre diligente et conséquente afin de mieux combattre ce fléau qu'est la traite des personnes. Le principal résultat attendu de cet atelier est l'appropriation par les acteurs des rapports du diagnostic de la chaîne pénale adressée aux autorités publiques. Pour rappel, la traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme, mais aussi de la dignité humaine. La France, à travers son expertise et le financement de l'Union européenne, s'engage aux côtés du Bénin pour une lutte efficiente contre la traite humaine. Parlons à présent de la 4e édition des retrouvailles du regroupement des jeunes cadres du plateau. C'est un événement tenu ce week-end pour communier et échanger sur les enjeux du développement du département du plateau. Voici le point des manifestations dans ce reportage. Après des rendez-vous manqués les années antérieures en raison de la Covid-19, les jeunes du plateau, membres du regroupement des jeunes cadres du plateau, JCP, se retrouvent pour célébrer la fraternité. Grand moment de réjouissance, cette 4e édition des retrouvailles est aussi l'occasion pour le regroupement d'aller vers un projet fédérateur au profit du développement de leur terre natale. Parti d'un simple forum WhatsApp, depuis 2015, JCP est devenu un cadre de travail et de réflexion de haut niveau, une haute école pour la vie et pour le développement. À travers nos réflexions, cherchons à faire des forums JCP un creuset et un vrai pour le développement où naissent les idées capables d'impacter notre région. Au-delà du festin, les jeunes cadres ont dressé, à travers des communications et débats, les atouts du développement socio-économique du plateau. Les autorités politico-administratives présentes à cette célébration ont salué cette initiative en faveur du département du plateau qui, par ailleurs, manque de partenaires au développement. Reconnaissez avec moi que ce n'est pas si facile de réussir à réunir des têtes pensantes autour d'un même idéal. Mais vous avez compris l'enjeu en ce qui concerne les défis qui sont les défis de développement du département du plateau. Je voudrais vous dire merci. Merci pour ce sens de responsabilité que vous avez à travers ce creuset. Chers frères et sœurs, c'est déjà rassurant de vous savoir unis, de vous savoir engagés, de réfléchir ensemble sur les questions de développement du plateau. Au cours de cette célébration, des résolutions ont été prises pour pérenniser l'initiative au profit de toutes les communes du département du plateau et rester dans la logique des objectifs du regroupement des jeunes cadres du plateau JCP. Le rendez-vous est pris à Ifanyi l'année prochaine pour la 5e édition. Je l'annonçais en titre, la science s'intéresse désormais aux origines, aux migrations et aux implications des peuples gourds ici en Afrique de l'Ouest. Des universitaires des 8 pays de la sous-région se sont retrouvés à l'université d'Abomey-Calavi autour de la question. Mardi et mercredi, William Cliquin et Moufid Sabouran ont suivi la cérémonie d'ouverture de ce colloque international. Voici le compte rendu. La rencontre est suscitée par le laboratoire des langues et cultures Gour, Labogour, de l'université d'Abomey-Calavi. Sous l'égide des plus hauts responsables de l'enseignement supérieur, ce deuxième colloque international ouvre le débat sur les rapports sociaux entre ces peuples si proches, mais géographiquement bien éparpillés en Afrique de l'Ouest. Et ces réflexions que vous allez initier et que vous entretenez nous rassurent d'ores et déjà de ce que tout n'est pas perdu, de ce que nous continuons de tenir le bon bout. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais donc saisir cette occasion que m'offre ce grand rendez-vous de partage et d'échange d'expériences pour exprimer au nom de l'État béninois et en mon nom personnel ma sincère reconnaissance aux autorités universitaires qui ont facilité cette rencontre au fin de mutualiser vos opinions sur un thème aussi mythique et de grande actualité. Plusieurs universitaires, issus de ces milieux ou non, ont marqué de leur présence l'ouverture de ces travaux. Une fort belle manière de témoigner attachement à son identité socio-culturelle et intérêt scientifique à ces échanges. Ça concerne près de 90 parlés. Et parmi les 90, il y a le Biali,
Donc je suis locuteur. Si vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez, si vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes installé, comment est-ce que vous pouvez activement participer au développement. Si vous ne faites pas de la recherche pour savoir ce qui a déterminé ces migrations, comment est-ce que vous pouvez décider de développer la localité? Quand on prend le Bénin, vous avez les Batombou, les Betamberbe, vous avez les Berba, vous avez les Gourmandiers, vous avez d'autres peuples, les Bébélibé qu'on appelle souvent les Nyende, d'accord? Vous prenez du côté togolais, vous avez les Ngangamba, vous avez, en allant jusque vers le Ghana, les Dagomba, les Konkomba, vous remontez vers le Burkina, vous avez les Moussi et d'autres peuples. Tout ce monde fait partie du même continuum Gour. Ça veut dire qu'il y a un lien entre tous ces peuples. Quel que soit le domaine dans lequel s'effectue la recherche, celle-ci est importante pour le développement d'un pays et pour la promotion de sa culture. En l'occurrence, ici, il est question de la culture et des peuples Gour. La première édition du colloque international organisé par l'Abogour était réservée aux chercheurs locaux. Celle-ci élargit le débat à tous les acteurs concernés pour une meilleure approche des réalités de ces peuples. Parlons à présent de la séance de renforcement des capacités sur l'élaboration des projets, des plans de travail annuels et sur les techniques de négociation. C'est une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Elle regroupe chaque année les membres des bureaux des différentes organisations estudiantines. La formation a pour objectif de leur donner les rudiments nécessaires à l'accomplissement sans faille de la mission qui leur est confiée. La rencontre cette année a eu lieu sur le campus universitaire d'Abomey. Imatele Mousso pour plus de précisions. Le rendez-vous est annuel. Il regroupe les responsables des organisations estudiantines. C'est une formation qui permet aux membres des bureaux renouvelés d'être bien outillés afin de jouer convenablement leur rôle. Réunis cette année à l'université d'Abomey, les invités de l'équipe dirigeante du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC sont venus de tous les centres universitaires du pays. Les échanges ont porté sur l'élaboration des projets, du plan de travail annuel et sur les techniques de négociation. Nous voulons toujours la perfection. Cette année, les étudiants ont eu à présenter des projets qu'on a étudiés, mais on a compris que ces projets ne sont pas encore très bien élaborés. Et il faille alors qu'on organise une formation à leur endroit. Quand on va aux négociations et qu'on ne connaît pas bien les techniques, nous sommes souvent bloqués. Parce qu'on se dit que moi, je veux telle chose. Et je rencontre les autorités. Tant que je n'ai pas cette chose-là, je ne bouge pas. Alors que c'est le terrain qui commande, comme on dit chez nous. Au cours des négociations, chacun doit faire un pas vers l'autre et arriver à un juste milieu pour trouver les solutions à nos préoccupations et pour nous permettre d'avancer. Dans le cas d'espèce, pour que nos organisations estudiantines puissent mieux accomplir leur mission et que le COSAC puisse également mieux accomplir sa mission. En vue d'atteindre les objectifs visés, les organisateurs ont fait appel à des experts pour développer les thématiques retenues. Plusieurs communications ont été présentées. Les participants ont été suffisamment éclairés. À travers cette formation, nous comprenons que c'est le dialogue, c'est la négociation qui fera de nous de très bons citoyens demain. C'est une bonne initiative qui nous permettra d'acquérir beaucoup et d'importantes informations, beaucoup et d'importantes connaissances qui vont nous servir à élaborer notre plan de travail annuel. Nous avons observé quelque chose qui est formidable, c'est qu'au fil des années, la collaboration elle est plus ouverte, elle est plus intégrée et que les prestations du cours s'améliorent exercice après exercice. Franchement, nous disons merci au cours de continuer d'améliorer ses prestations à l'égard de ses chers étudiants. Pendant 2 jours, le campus d'Abomey a servi de point de convergence à ses responsables d'étudiants.
Le cadre a aussi été celui de partage d'expériences ainsi que des réalités que vivent les apprenants des différents centres universitaires. Avant de prendre congé des organisateurs, ils ont souhaité que l'initiative soit pérennisée et que les thématiques participent davantage à l'amélioration de la collaboration entre le COUS et les organisations estudiantines. C'est parti pour le concours de recrutement militaire annoncé depuis peu par le gouvernement. Les épreuves ont été lancées ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Tout a commencé par la phase sportive dont la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans le département du Littoral. Retour sur les temps forts dans ce reportage. Troisième recrutement militaire de l'ère de la rupture et un engouement peu commun. L'année dernière, nous avons eu 6 400 et quelques candidats. Cette année, nous avons 7 337 candidats sur toute l'étendue du territoire béninois. 7 337 candidats avec un quota de 10,32% de femmes qui nourrissent cette année l'ambition de se faire enrôler sous le drapeau. Et tout comme ceux des 11 autres départements du pays, les candidats du littoral goûtent ici à la phase sportive. C'est une phase basée sur la performance. Si vous arrivez à faire le délai requis, c'est-à-dire 6 km pour les hommes et 4 km pour les femmes, dans un chrono de 28 minutes, vous êtes admissible à la phase écrite. 28 minutes donc pour convaincre physiquement. Seulement, le trajet a été éprouvant pour certains. Les plus endurants ont su braver tous les obstacles avec courage et détermination. Dans l'épreuve masculine, Sartuné Azonvide, un bachelier de 24 ans et potentiel abonné à ce concours, a franchi le premier la ligne d'arrivée. Non, troisième fois. Et pour la première fois, j'étais 14e. Et pour la deuxième fois, j'étais premier. Et pour la troisième fois encore, je suis encore le premier. Toujours admissible donc à la phase sportive, mais recalé tout le temps à l'écrit. Sur le tableau féminin, celle qui est arrivée première est aussi une bachelière âgée de 22 ans. Seulement, elle dit ne pas connaître sa filière de formation à l'université. Tu es dans quelle filière? Tu es à quelle université? N'empêche, elle s'offre le sésame pour la phase suivante de ce concours. Ce sera celle concernant le contrôle des diplômes académiques. Ici, il faut avoir minimum le BEPC pour avoir accès à la phase écrite. Les concours, depuis la troisième session, sont toujours transparents. Et tout est fait sur informatique. Jusqu'à la seconde même où la feuille de résultat va sortir, personne ne sait qui est derrière ce numéro-là. Tout est géré de façon électronique et informatique. 900 lauréats sont attendus sur l'ensemble du territoire national à l'issue des différentes phases de ce concours. Ces derniers seront soumis à l'épreuve de contrôle de santé et 757 seront retenus pour leur formation de base à Bembereke. La communauté internationale célèbre ce mardi 1er mars la journée mondiale de la protection civile, occasion pour le gouvernement du Bénin de décliner les grands axes de cette nouvelle stratégie pour assurer la protection des populations. C'est à travers un message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique que je vous invite à suivre. Chaque année, à l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre le 1er mars la journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu par l'Organisation internationale de la protection civile pour l'édition 2022 est intitulé « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile ». En choisissant ce thème, la communauté internationale voudrait inviter les acteurs de la protection civile à susciter et à encourager la collaboration des agents bénévoles de protection civile, aussi bien dans la prévention que dans la prise en charge des personnes déplacées internes, surtout dans le contexte de pandémie de Covid-19 et de fragilisation du tissu économique. En effet,
malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la Covid-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Le gouvernement reste très préoccupé et très attentif à la situation des personnes déplacées internes et ne ménagera aucun effort pour assurer leur protection et renforcer leur résilience. Le lycée agricole de Médié de Sékou abrite une session de formation de base des tractoristes. C'est une initiative de la Société nationale de la mécanisation agricole. L'objectif est de permettre aux jeunes d'être capables de conduire les machines agricoles et d'en assurer la maintenance. Le point de la cérémonie de lancement de la formation avec Idrisso Boukari. 600 unités de tracteurs bientôt mises en activité sur l'ensemble du territoire national par la Société nationale de la mécanisation agricole Sonama. Mais en attendant le lancement de cette vaste opération, il faut disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. C'est ce qui justifie l'organisation de cette formation de base au profit des tractoristes. Cette séance de renforcement des capacités se déroule au lycée agricole Médié de Sékou et prend en compte 45 stagiaires, parmi lesquels des femmes prêtes à s'investir dans le métier. Moi, quand je vois les hommes conduire les tracteurs, ça m'inspire et je me dis pourquoi pas les femmes aussi ne doivent pas faire. Non, c'est une passion pour moi de conduire les tracteurs et travailler dans le champ des agriculteurs pour aider les producteurs à évoluer dans leur production. Déjà pour la formation, il est prévu que nous ayons au moins quand même, pour les gens qui n'ont jamais fait le travail, il faut au moins présenter quelque chose qui voit au moins qu'est-ce qu'on appelle la mécanisation agricole. Qu'est-ce qu'on voit sur le tracteur, comment le tracteur est disposé. Donc, il y a 25% de théorie qui seront en projection et les 75% restants qui seront pratiques. Terrain, on aura les tracteurs là avec lesquels les gens vont monter, ils vont conduire. On va leur montrer comment faire les réglages. Ils vont faire des activités agricoles. La conduite des tracteurs, l'entretien et la maintenance des machines, ce sont entre autres modules qui seront développés à ces futurs tractoristes. Cette formation est la première d'une série. En plus du lycée agricole Médié de Sékou, les lycées agricoles de Djougou et de Ina accueillent également la même formation avec au total plus de 400 bénéficiaires. Déjà en 2021, nous avons formé jusqu'à 300 environ de tractoristes. Il y a aussi la formation avec les enseignants de lycée, avec les lycéens aussi, et les stagiaires que nous incubons au siège social de la Sonama. Donc c'est surtout cette veille de diffusion qui nous oblige à très vite organiser une formation. Il ne sert à rien d'avoir de tracteurs, d'avoir d'équipements agricoles, si en amont on ne forme pas ceux qui vont les utiliser. Moi j'ai fait l'expérience pendant des années et beaucoup de problèmes que nous avons eu dans le passé, c'est parce qu'il n'y avait pas de tractoristes, il n'y avait pas d'utilisateurs. Alors je pense que c'est une très bonne initiative que la Sonama est en train donc d'appliquer et ça va susciter beaucoup d'engouement et beaucoup de gens
viendront aussi à la conduite du tracteur. La formation démarrée ce lundi prendra fin samedi prochain avec la remise des attestations. Avec des compétences acquises pendant les formations, ces jeunes seront déjà opérationnels dans les jours à venir, aussi bien pour la Sonama que pour bien d'autres producteurs agricoles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.